Bonjour, je m'appelle Chouchane Bacon et je vous souhaite la bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. 2 ans se sont écoulés depuis que Raphaël Napa-André, un homme Innu Naskapi, sans-abri de Montréal, a été retrouvé mort dans une toilette portative. Les défenseurs des sans-abri à Montréal honorent sa mémoire en ouvrant des haltes chaleur en son nom. La deuxième a été récemment ouverte, mais il se pourrait qu'elle ne survive pas à l'hiver. Voici un reportage de Lindsay Richardson. Il neige à l'extérieur, mais à l'intérieur, on prépare du café chaud. Le bannick est prêt. Et même 1h30 avant l'ouverture, les gens se rassemblent à l'extérieur du nouveau refuge pour sans-abri de Montréal dans l'espoir d'y rentrer. C'est beaucoup mieux, beaucoup plus grand, plus d'espace, on peut accueillir plus de gens. C'est beaucoup plus calme. Dans le fond, chaque personne qui rentre ici, la première chose qu'il dit, c'est « Wow, je me sens vraiment en sécurité, c'est bien ici ». C'est le deuxième espace ouvert en mémoire de Raphaël Napa-André, dont le corps a été retrouvé dans une toilette portative il y a 2 ans, près d'un refuge forcé de fermer en vertu d'ordonnances de santé publique. Donc, les communautés autochtones ont mis en commun leurs ressources pour ouvrir cette halte chaleur en son nom. Bien qu'il serve des milliers de clients dans leurs besoins, il a dû être fermé en avril dernier, lorsque le financement a pris fin. C'est vraiment compliqué, je vais vous dire. Il y a toujours soit, mettons, la réglementation, le zonage, parce qu'au départ, on voulait comme être vraiment dans le parc du Square Cabot, mais on voyait que ça devenait impossible. Fait que c'était de trouver un local, finalement, puis qui accepte de pouvoir qu'on ait ce genre de... Peut-être pas d'activité, mais c'est un genre de refuge. Là. Le nouvel espace a été nommé Michwap Raphaël Napa-André. Michwap signifie maison en Inuimun. Il est vide maintenant, mais au maximum de sa capacité, il peut accueillir 30 personnes, 15 hommes et 15 femmes pour la nuit. Et les clients intoxiqués ne sont pas refusés. Quand ils viennent, ils se font servir un café, ils se font demander de s'asseoir à la table, ils se font servir un repas chaud. Et aussitôt, mettons, quand ils s'en vont dormir, ils se sentent en sécurité. La Ville de Montréal a aidé à trouver l'emplacement, mais Michwap Raphaël André est financé par la nation Innu et le personnel provient de celle-ci. Cependant, ces services seront de courte durée. Le bail pour les locaux prendra fin dans 3 mois. Idéalement, on aimerait ça que ça soit quelque chose de permanent. C'est sûr que c'est plate un peu qu'on doit toujours... On commence, on prend du momentum, les choses vont bien, puis après ça, par la suite, malheureusement, ça se termine. Puis après ça, il faut toujours recommencer, pas à zéro, mais quasiment à zéro. Pendant que les travailleurs attendent une solution durable, la famille de Naba attend toujours de connaître la cause officielle de son décès. Après 2 ans et plusieurs demandes de renseignements de la part d'APTN, le Bureau du coroner du Québec a confirmé cette semaine que le rapport de Napa est toujours en cours. Ce retard sera causé par des documents manquants. Et bien qu'il soit heureux de ce pas en avant, les travailleurs de première ligne de la maison Napa craignent un nouveau reverse. On va devoir encore travailler sur un autre projet, mais peut-être le même projet, mais le continuer puis le rendre un jour permanent. Ouais. Lindsay Richardson, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Washat McManiotenam dit que la construction des méga-projets comme la centrale hydroélectrique Churchill Falls ont été faits dans l'illégalité sur leurs terres ancestrales. Et maintenant, ils poursuivent Hydro-Québec et Churchill Falls Limited Corporation pour 2,2 milliards de dollars. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Que je vais demander à Hydro-Québec de regarder la possibilité de construire des nouveaux barrages au Québec pour avoir d'énergie propre additionnelle. Cet automne, en pleine période électorale, François Legault annonçait qu'il voulait plus d'électricité pour le Québec. Mais pendant que le Québec envisage la construction de barrages à venir, la nation Innu se préoccupe des plus anciennes. Le Conseil de Washat McManiotenam a récemment déposé une poursuite à ce propos pour 2,2 milliards de dollars. Les défendresses, Hydro-Québec et Churchill Falls Limited Corporation pour le méga-projet de Churchill Falls sur leur territoire ancestral.
Également, on a profité de ce moment-là pour répondre aux questions. Selon l'avocate pour le conseil de Ouachette-Macmillan-Utenam, Marie-Claude André-Grégoire explique que la communauté et Matimekouche-Lac-John ont réussi à faire un précédent à la Cour suprême du Canada en 2020 concernant la minière Rio Tinto IOC, permettant ici de poursuivre des compagnies pour leurs installations qui chevauchent deux provinces. Ce projet-là a été construit dans leur territoire traditionnel et que ça a été fait en violation de leurs droits. Donc, c'était le moment opportun de rappeler à tous que cette énergie-là provient de leurs propres ressources. APTN a obtenu une copie de la demande introductive d'instance. La communauté réclame à Hydro-Québec 2 milliards de dollars et à Churchill Falls Limited Corporation 200 millions de dollars, ainsi qu'une compensation annuelle équivalente à 12,5 % du 15 % des profits annuels d'Hydro-Québec à compter du jugement à intervenir. Elle réclame également à Hydro-Québec 200 millions de dollars à titre de dommages exemplaires et punitifs. Hydro-Québec n'a pas accepté la demande d'entrevue d'APTN et ne fournira pas de commentaires pendant que l'affaire sera devant les tribunaux. Le méga-projet de Churchill Falls se situe au Labrador, au nord-est de la communauté. Ça comprend des réservoirs, Smallwood, Osukmanawan, ça comprend aussi toute la construction des routes, d'un aéroport, d'une ville, mais ça comprend aussi des lignes de transmission de plus de 1000 kilomètres. Donc, c'est des lignes qui ont sectionné le territoire traditionnel des Inuits Ouachette-Macmillan-Utenam. La fin du contrat entre Hydro-Québec et Churchill Falls Limited Corporation est pour 2041. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN, Wendake. Après la pause, certains membres CRI s'inquiètent pour leur territoire alors que le Canada a approuvé la mine de lithium Bay James. Soyez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Le gouvernement fédéral est prêt à inclure la mine de lithium Bay James dans sa stratégie sur les minéraux critiques. Mais certains membres de la nation CRI s'inquiètent des impacts de la mine sur leur territoire ancestral. Émilia Fournier en a plus. Le vaste territoire d'Iou-Ischchi a alimenté les CRI depuis des temps immémoriaux. Mais maintenant, il y a de nouvelles richesses sous ces terres. I have mixed feelings. Yes, I see the potential of economy for this mine, but I also see the downside, what I'm going to lose, my lifestyle, our tradition. La mine de lithium Bay James traversera la ligne de trappe d'un chef de famille, Brian Wapinakapo, dans le territoire traditionnel des Cris d'Eastmain au nord du Québec. La mine a été approuvée par le gouvernement fédéral, mais ce n'est pas encore un fait accompli. La mine, proposée par la compagnie minière australienne Alchem Galaxy Resources Limited, n'a pas encore le feu vert de la province du Québec. Son comité indépendant sur les répercussions sur l'environnement et le milieu social doit entendre les voix des CRI par le biais d'audiences publiques. Le 24 janvier, Wapinakapo a souligné ses inquiétudes pour les chasseurs. This area where the mining project is going to be is one of our prime and key hunting areas. It's going to be affected. Wapinakapo veut plus de sécurité de revenus pour les chasseurs afin qu'ils puissent se procurer de l'équipement pour leurs activités. Every time there's a project happening around the area, for example, the hydro, the mining, the hunters are the ones who are most affected and they're the least taken care of. Les CRI d'Eastmain présents à l'audience publique ont demandé plusieurs questions sur comment leur communauté sera traitée par Alchem Galaxy. I'd like to have a history lesson for Alchem. Is he a successful company? How many successful projects he had? Is there a storyline? Has he messed up his projects? I'd like to know. Denis Couture, le chef d'opération canadienne d'Alchem Galaxy, dit que les consultations et les études en collaboration avec la nation CRI se déroulent depuis les derniers 5 ans. Couture ajoute que la mine apportera des emplois et les revenus aux CRI d'Iou-Ischchi. Mais les mines de lithium peuvent poser des risques à la santé et à l'environnement.
Les inquiétudes relevées à l'audience publique ont reflété celles d'Ernie Moses, un chef de famille qui va perdre sa ligne de trappe à cause de la mine Rose Lithium avoisinante. À l'audience publique le 24 janvier, Moses a dit qu'il a encore des réservations au sujet de la mine de lithium Bay James et veut s'assurer que la communauté surveille le projet. Couture a promis que la compagnie continuera de surveiller les impacts environnementaux et de santé avec les trappeurs et le Conseil écrit de la santé et des services sociaux de la Bay James. Rehabilitation money need to close, they will be put on the side right at the construction at beginning of operation. So if something happened year 5, year 10, year 15 after, the money will be parked in the bank account and we cannot do anything with this account. Even we go bankrupt, we cannot take that money. So the government will take that money and do the work. Mais Charles Issau, un enseignant culturel avec le Conseil écrit de la santé, dit qu'il est trop tôt pour savoir les impacts à long terme. Tailings and all that stuff that get into the water systems. And once it starts to get into that system, then I'd have a concern. I'd be really concerned about the plant life, the animal life, everything that we have in our indigenous life. Les cris ont jusqu'au 27 février pour envoyer leurs questions et commentaires à ce courriel. Emilia Fournier, Nouvelle nationale d'APTN, Montréal. Le Canada devra débourser 2,8 milliards de dollars pour régler un recours collectif au nom d'anciens élèves des pensionnats. Le règlement vise à obtenir réparation pour la perte de la langue et de la culture des survivants des pensionnats provenant de 325 Premières Nations. Voici un reportage de Fraser Needham. John Phillips n'a pas participé à la conférence de presse tenue la semaine dernière par Mark Miller, ministre des Relations couronnes autochtones, mais il fait partie des avocats qui ont défendu d'anciens élèves des pensionnats. Il affirme qu'il s'agit d'un accord unique parce qu'il permet aux Premières Nations d'utiliser les fonds pour les programmes de la façon qui leur convient le mieux. Canada imposed the residential school policy. It developed curriculum, it imposed a teacher, it provided a school, and it pounded the language and culture and identity out of the Aboriginal children for 70 years. What we're trying to do in some small way is to reverse that by letting the band decide. Take the education example. What teacher, what curriculum, what school, and what program they want the children to be in. L'argent sera placé dans une fiducie sans but lucratif indépendante du gouvernement. Il sera utilisé pour les programmes reposant sur les 3 piliers suivants. Revitalisation et protection des langues et des cultures autochtones. Protection et promotion du patrimoine. Bien-être des communautés autochtones. Lors d'une récente conférence de presse à Vancouver, le ministre Miller a expliqué qu'aucune somme d'argent ne pourra jamais réparer les torts causés par le système des pensionnats, mais il espère que ce n'est que le début. What it can do is help address the collective harm caused by Canada's past, a deeply colonial one, in the loss of language, the loss of culture, and the loss of heritage. Aussi présent à la conférence de presse, l'ancien chef de bande de Kamloops, Shane Gottfriedson, a affirmé que les pensionnats ont balayé les méthodes de gouvernance, les langues et les façons de faire des Autochtones. Canada's policy of attacking our language and culture for over 120 years had devastated our own system of government and laws and seriously impacted our language. As Chief Sparrow talked about, he doesn't speak the language, and neither do I, unfortunately. Comme le ministre Miller, M. Phillips affirme qu'aucune somme d'argent ne peut compenser ce qui a été perdu. Mais en même temps, l'accord de règlement doit être considéré comme important. The answer is that it's never enough. There's never going to be enough. But is this what we can achieve practically and really to try to get some level of reconciliation and some fixed communities? Yes. The fact of the matter is the $2.8 billion is a single line item in the federal budget. It's a big deal. L'accord sera soumis à l'approbation de la Cour fédérale à la fin de février. Un reportage de Fraser Needham, Nouvelle nationale d'APTN, Ottawa. Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord auront lieu dans 6 mois. Ils se dérouleront en Nouvelle-Écosse en juillet. Les préparations vont bon train. Par exemple, les médailles que se disputeront les athlètes ont été officiellement dévoilées.
Celles-ci ont été conçues par la jeune Ayla Thorne et finalisées par l'artiste Mi'kmaq Tayla Fernpole. Elles intègrent des symboles Mi'kmaq, dont une étoile à 8 branches. Tex Marshall, président de la Société haute des Jeux autochtones de l'Amérique du Nord 2023, affirme que l'œuvre de la jeune artiste témoigne la force des Mi'kmaq en tant que peuple. I believe that this artwork and these medals are a true reflection of the spirit of us as Undu Mi'kmaq. And I'm so proud that we're here today to celebrate these medals that will be awarded to the medal winners at the Games in July. And the dream I've had for over 30 years now is finally coming to fruition. It's a proud day for me, and there's more proud days to come. Au retour, Christian Flamand de l'Expédition des Premières Nations, trajet en motoneige dont le départ est prévu à Manoane le 16 février prochain. Restez là. Bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. En entrevue cette semaine, Christian Flamand, organisateur de l'Expédition des Premières Nations, vient nous parler des préparatifs qui vont bon train, dont leur grand départ est prévu le 16 février chez les Atikamekw de Manoane. Plus de 50 participants des différentes Premières Nations au Québec parcourront plus de 4000 km en motoneige à travers la province. C'est 20 jours dans le froid et la noirceur hivernale. Le voici. Oui, Christian, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Oui, Suzanne. Donc, le trajet ressemble à quoi? Écoutez, on va passer dans le trajet, on part de Manoane, on s'en va vers Wemotaci dans la même journée. On dîne à Wemotaci, il va y avoir une cérémonie qui va être effectuée à Wemotaci, justement aussi avec ce legs-là. On va être accompagné aussi du ministre Yann Lafrenière qui va participer à cette expédition-là, lui aussi. Puis après ça, on s'en va vers Obidjouan où on va faire un premier dodo à Obidjouan, puis avec la cérémonie, etc., le Mokshan. Puis on se dirige le lendemain à Lac-Simon. Après ça, on se dirige vers Picogan aussi. Ça va être les mêmes activités qui vont avoir lieu à chaque étape. Puis après ça, on se dirige vers Matagami. Puis après ça, on monte vers le nord, on va passer sur le bord de la baie James en passant de Waskaganish, Esmeen, Wiminji jusqu'à Chisasibi. Puis on prend une petite pause de 2 jours à Chisasibi justement pour refaire nos équipements parce qu'à partir de là, tous les participants vont devoir amener tous leurs équipements, tentes, essence. Là, on s'en va vraiment pour la grosse aventure de traverser justement Chisasibi vers Shefferville, Kawajamak et Matimegus. Là aussi, on va prendre une petite pause de 2 jours, mais quand je parle de ce trajet-là, c'est là qu'on va dormir à 2-3 reprises dans nos tentes. Puis après ça, on redescend vers le sud, vers Fermont. Fermont, il va y avoir la même activité là-bas aussi. Puis après ça, on se dirige pour la grande finale à Ouachita-Manutenam. Pour partir, ça prend quand même des bons fonds pour que la personne puisse participer à votre expédition. 50 000 par personne. Quand même, vous avez combien de participants dans le projet? On est pas loin de 56 participants à prendre part au grand départ. Puis en moyenne, pour un participant, juste l'achat d'une motoneige, on parle de plus de 25 à 32 000 en partant. Ça, c'est des fois, quand je dis 25 000, il n'y a quasiment pas d'équipement là-dessus parce qu'il faut que les participants mettent de l'équipement là-dessus parce qu'il faut avoir un winch, il faut avoir un traîneau. Il y en a beaucoup qui ont fabriqué leur propre traîneau. Il faut que tu achètes de l'équipement, sleeping bag, la tente, tout le kit de survie. Ça monte facilement entre 40 à 50 000 en moyenne par participant parce que c'est quand même c'est très coûteux parce qu'il faut que tu calcules aussi le déplacement, l'essence, tout ce qui se rajoute. Même pendant que quand tu te prépares, il faut que tu fasses des déplacements pour aller chercher des pièces. Ça coûte énormément cher. Moi, personnellement, c'est ce que ça me coûte en moyenne entre 40 et 50 000 pour me préparer moi, personnellement, pour faire part à cette expédition. Fait que beaucoup de participants, 50 participants et plus, presque 60. À 50 000, ça fait au-dessus de 2 millions. Tu sais, c'est de l'argent qui aurait pu être quand même placé
pour aider des organismes ou pour aider les situations dans les situations dans les communautés. Qu'est-ce que ça va rapporter à Expédition des Premières Nations? Si on pense au montant total qui a été dépensé, qu'est-ce que ça va apporter aux Premières Nations? Moi, je dis que ça va rapporter beaucoup parce qu'en même temps, ça va faire connaître, nous autres, on l'a dit, la thématique de l'expédition, la mission de l'expédition, c'est la réconciliation. Et quand on parle de réconciliation, il faut passer à des actions. Puis c'est des actions qu'on fait actuellement de stimuler justement la réconciliation vers autant interpersonnel, ça soit culturel, ça soit économique. C'est un moyen, c'est un moteur pour justement mettre une première phase à la réconciliation pour les communautés. Puis je pense que c'est le message aussi qu'on apporte là-dessus parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là aussi pour rendre hommage aux enfants disparus. On est là aussi pour rendre hommage à Mme Joyce Echaquan puis aux femmes disparues du Canada aussi. C'est un hommage qu'on fait parce que moi, personnellement, je vois ça, que ce projet-là, ça va amener beaucoup de positifs et de construction de relations de gré à gré aussi avec différentes nations, autant avec les Autochtones, mais quand on parle de réconciliation, c'est pour ça qu'il faut qu'on allume le grand feu sacré dans les communautés. Il va y avoir des cérémonies de feu sacré. En même temps, c'est comme, il y a un volet curatif aussi à travers de ça. Ça va apporter beaucoup de, quand je pourrais dire, de fierté. C'est ça notre but, c'est de développer cette fierté-là, notre authenticité, notre identité, notre territoire. C'est ce qui va permettre d'émanciper justement les nations dans leur développement, dans le grand respect. C'est pour ça qu'on a des Autochtones aussi qui participent dans ce projet-là. Puis ça va créer moi je dis que ça va créer des belles relations. Oui, ça coûte énormément cher de faire un projet de la sorte. On peut dire, écoute, nous, si on calcule tout le background financier, juste avec la participation des communautés, il y en a quelques communautés qui ça coûte entre 20 et 25 000 à préparer l'accueil. C'est un projet qui chiffre pas loin dans les 3 millions, 8 à peu près. Là. On frôle quasiment les 4 millions là, en tout et partout. Là. C'est quand même une grosse mobilisation collective, mais moi, je la trouve extrêmement importante. Parce que le besoin est là. Le besoin est là pour prévaloir justement la réconciliation. On a parlé beaucoup des Autochtones dernièrement dans les médias, mais qu'est-ce qui vient après? Mais c'est ce qui vient aujourd'hui, c'est la phase de départ d'Expédition Premières Nations qui lance un message message d'espoir sur la réconciliation pour toutes les nations, qu'on travaille main dans la main, dans la fraternité, puis je pense qu'avec ça, ça n'a pas de prix. Est-ce que toutes les nations vont être représentées dans l'expédition des Premières Nations? Écoutez, on essaie de faire notre possible. Comme on disait dans notre introduction à l'entrevue, oui, ça coûte énormément cher. Il y en a beaucoup qui ont reculé par rapport à ça pour des raisons financières, quoi que ce soit. Oui, on a quand même la bonne représentativité de différentes nations. On a la nation Cree, Innu, Naskapi, Atikamekw. On a même une personne qui vient du Manitoba qui va être présent avec nous, Riley. Puis oui, on a quand même une belle représentativité au niveau du Québec, là, au niveau des gens des Premières Nations. Puis c'est ce qui va faire la force de ça. Puis moi, je suis sûr et certain que les autres nations, même s'ils ne sont pas présents, ils vont être présents collectivement. Donc, on se revoit au départ à Manoine. C'est ça, oui. On va se voir à Manoine, Susan. Miigwech. Miigwech, Susan. C'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Je m'appelle Shushan Bacon. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine. Yame Wenusich.